Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le podcast Le Trends des marchés de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Fanny Rocher et avec Vincent Juvins, notre invité, nous abordons l'envolée des taux longs à 30 ans et la situation des obligations d'entreprise. Bienvenue dans le Trends des marchés. On démarre avec les résultats de ce lundi. Les bourses européennes ont clôturé en légère baisse, les marchés reprenant leur souffle avant une nouvelle salve d'indicateurs économiques. Sur Euronext Bruxelles, Elia a profité de son profil défensif. Hors indice, Vioalco a poursuivi sur son élan des 2 dernières semaines. À l'opposé, Lotus Beckries a marqué le pas ce lundi. Ecopac est resté sous pression et se rapproche de ses plus bas. Vincent Juvins nous a rejoint sur ce plateau pour approfondir, bien entendu, les résultats de ces marchés. Bienvenue Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Et puis on parle avec vous de ces dernières semaines puisqu'il se passe pas mal de choses sur les marchés obligataires européens et en particulier concernant les obligations gouvernementales. Un marché qui est généralement réputé pour être calme. On observe notamment que les taux longs augmentent, ce qui est assez paradoxal à l'heure où les banques centrales baissent justement les taux. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Oui, vous avez vraiment signalé. Ce sont les marchés qui sont traditionnellement très calmes. Donc, marchés d'obligations souveraines sont des actifs stables par excellence, sûrs, dit-on. Et pourtant, on voit les taux à long terme, c'est-à-dire 10 ans et plus, s'envoler. Pour donner un exemple, on est à peu près à 4,25% sur les OLO à 30 ans en Belgique. C'est 4 fois plus que ce qu'on avait en 2022. C'est pour montrer un peu l'amplitude du mouvement. Alors, il y a différents facteurs qui expliquent ce mouvement. Alors, vous mentionnez que la BCE baisse les taux à court terme, c'est vrai, mais dans le même temps, elle ajuste la taille de son bilan. C'est-à-dire qu'elle en a fini avec les outils de crise, les rachats d'actions et d'obligations qu'elle faisait par l'intermédiaire de son bilan, qui a vu son bilan s'envoler à 8 000 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle diminue cette taille, donc elle n'achète plus massivement des obligations souveraines européennes et dès lors, elle ne concourt plus à faire baisser les taux en zone euro. Alors, il faut signaler également qu'il y a des inquiétudes par rapport à la soutenabilité de la dette publique. Depuis 2008, on a évidemment des États qui se sont fortement endettés pour venir à la rescousse des banques, qui ont subi évidemment les difficultés de la crise de la dette souveraine en 2012, qui ont fait face à la crise du Covid, la crise énergétique, tant et si bien que l'endettement public a augmenté et dès lors, les investisseurs demandent d'être mieux rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Et puis, il y a l'inflation. Jusqu'à avant le Covid, on avait peu ou pas d'inflation, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin d'intégrer ce risque inflationniste dans les taux obligataires. Aujourd'hui, l'inflation est de retour. Elle est aussi aux alentours de 2% actuellement en Europe. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment pris dans l'équation obligataire également. Donc, dans ce contexte-là, on a des taux longs qui augmentent et qui atteignent des plus hauts depuis 2012. Et quand je dis taux long, encore une fois, c'est maturité 10 ans et plus. 10 ans et plus. Alors, au-delà de l'augmentation générale des taux longs, on observe aussi des divergences entre les différents pays membres, donc pays d'Europe. La semaine dernière, la notation crédit de la France a ainsi été abaissée pour la 2e fois en une semaine. Celle de l'Italie a été relevée par Fitch. La France se finance d'ailleurs aujourd'hui, un coût supérieur à celui de l'Espagne et de la Grèce, et pourtant moins bien noté. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette situation un peu... Oui, ça montre évidemment toute la nécessité d'approcher ces marchés de manière active. Alors j'évoquais le cas des finances publiques qui sont en grande difficulté, en tout cas de manière générale, c'est le fait de certains pays. Maintenant, tout ne va pas mal. Il y a un certain nombre de pays, notamment des pays qui étaient en difficulté en 2012, qui ont fait de gros efforts de réformes et d'ajustements budgétaires. Grèce, Espagne, Italie sont des pays qui aujourd'hui affichent des déficits publics qui sont inférieurs ou égaux à 3%, qui sont même en excédent dans le cas de la Grèce, donc ils remplissent à 100% les obligations, en tout cas leurs obligations européennes. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, ils voient leur coût de financement plutôt baisser dernièrement, tandis que des États qui ont des déficits publics élevés, France, Belgique, avec des déficits qui dépassent les 5%, évidemment, là, on a plutôt, en tout cas, un renchérissement des coûts de financement. On l'a vu notamment, l'écart de rendement, le spread entre le coût de financement de la France et de l'Allemagne avait monté au plus fort de la crise politique lors de la chute du gouvernement Bayrou à 0,8%. Ça s'est un petit peu tassé depuis, mais il y a réellement un coût, finalement, à cette incertitude politique, à la mauvaise gestion des finances publiques, qui se manifeste, en tout cas par l'intermédiaire de ce spread, cet écart de rendement. Et là, ça montre évidemment les divergences qu'on peut voir sur les marchés obligataires européens.
Vincent, revenons justement sur ce fameux spread. C'est un terme qu'on utilise généralement beaucoup lorsqu'on parle des obligations d'entreprise. Quelle est la situation sur ce segment de marché ? Eh bien, paradoxalement, bien meilleur. On voit que les investisseurs aujourd'hui distinguent le risque souverain du risque de crédit. Historiquement, les entreprises quand elles se financent sur les marchés obligataires, doivent justement s'acquitter d'un spread pour le risque supplémentaire qu'elle représente. Un émetteur privé étant considéré comme moins sûr qu'un émetteur public. Aujourd'hui, les lignes sont réellement en train de bouger, puisque finalement, depuis 15 ans, on voit que l'endettement du secteur privé rapporté au PIB, lui, ne fait que baisser. On a plutôt une dynamique de notation de crédit qui est en train de s'améliorer dans le secteur privé. On voit évidemment que le secteur privé se finance à plus court terme que les émetteurs publics. Au lieu d'obligations à 10, 20, 30 ans, il se finance généralement entre 4 et 6 ans. Donc les obligations d'entreprise ne sont pas prises dans le mouvement haussier de taux qu'on voit actuellement. Et puis finalement, compte tenu des problèmes spécifiques qu'on peut voir dans certains États, on voit évidemment que certaines entreprises se financent aujourd'hui à un moindre coût que leur état de référence. C'est le cas notamment, et on va le voir à l'écran, de la société AXA en France, qui aujourd'hui, sur des obligations 2030, se finance à un coût moindre que l'État français. Très bien. Très rapidement, en 3 mots, dans ce contexte, qu'est-ce qu'ils doivent faire les investisseurs obligataires ? Acheter des obligations d'entreprise plutôt que des obligations d'État, c'est ce qu'on fait chez ING. Merci à vous, Vincent Juvin. C'est la fin de ce journal des marchés. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.